Nous sommes le 11 juillet 2025. Chers auditeurs, chers téléspectateurs de Gandhi Malian TV, recevez nos salutations. Comme d'habitude, nous recevons Michael. Michael séjour pour discuter de la réception, ou en tout cas de la convocation de certains dirigeants africains par Donald Trump. C'est ça le thème principal. C'est dans le cadre de l'émission Les mots de Michael. Et Michael, notre confrère, notre collègue depuis Moscou, va nous aider à décrypter, à lire cette actualité, essayer de l'analyser à partir de ses propres expériences depuis Moscou. Nous allons essayer de brosser tous les paramètres liés à cette problématique, parce que ce que nous avons vu, c'est à quoi nous avons assisté, c'est une humiliation qui ne dit pas son nom. Mais pour cela, Michael, en tant qu'expert, en tant qu'analyste, depuis Moscou, va sans doute nous édifier, nous apporter sa grille de lecture de la situation. Michael, recevez nos salutations. Bonsoir Général, bonsoir cher public du Gandhi Malian TV. Encore une fois, un grand plaisir de participer à cette émission, d'être en plateau avec vous tous. Effectivement, aujourd'hui, nous avons un sujet qui est très important pour toute l'Afrique, pour les relations internationales, pour les relations d'Afrique avec tous les autres pays du monde et des puissances mondiales. Ce sont les visites de 5 dirigeants africains à Washington pour rencontrer le président américain Donald Trump. Ok, Michael, bienvenue, comme d'habitude. Michael, sans plus tarder, parce que le public africain euh, s'impatiente de comprendre les enjeux. Parce que l'Afrique, c'est plus de 50 présidents, ça dit plus de 50 États. Mais pourquoi inviter ces 5 présidents exclusivement? Qui sont les 5 présidents invités? Pourquoi ce sont ces 5-là qui ont été invités selon vous? Donc, on a eu 5 dirigeants, 5 présidents des pays africains. Ce sont les dirigeants de Gabon, de Guinée-Bissau, Libérie, Mauritanie et Sénégal. Euh, on peut trouver beaucoup de raisons, plusieurs raisons pour le choix de ces 5 présidents de ces 5 pays. Mais il y a quelques raisons qui sont, je crois, plus ou moins évidentes. En ce qui concerne Libérie, c'est un pays qui a été établi par d'anciens esclaves américains euh, qui sont retournés sur le sol africain et depuis la fondation de cet État dans la première moitié du 19e siècle, Libérie est un État, est un pays qui est dans l'orbite des États-Unis. Ils ont toujours soutenu ce pays. Jusqu'aujourd'hui, un quart d'habitants de Libérie sont les descendants d'anciens esclaves africains en provenance des États-Unis. Donc ça, c'est plus ou moins évident. En ce qui concerne 4 autres, ici, euh, l'éventail des pays est assez large.
Nous avons Gabon, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal. Euh, mais ces pays sont réunis par plusieurs traits en commun. Tous ces pays se trouvent sur la côte ouest du continent africain. Ils sont plus proches des États-Unis. Ils ont l'infrastructure de transport. Ils ont les ports nécessaires pour l'exportation et l'importation des marchandises, y compris des marchandises américaines. Aussi, ce sont des pays avec de vastes ressources naturelles, avec de vastes euh, euh, premières matières qui ne sont pas encore bien exploitées, qui ne sont pas exploitées à 100%. Et je crois que c'est ici qu'on trouve l'intérêt principal de la nouvelle administration américaine, c'est l'exploitation et l'exportation de ces minerais pour les utiliser au bien de l'industrie américaine. Aussi, on a vu l'administration Trump demander à ces pays qui ont été invités à ce petit sommet à Washington, l'administration Trump a demandé d'abriter les immigrés illégaux qui ont pénétré la frontière américaine. Les autorités américaines veulent déporter ces immigrés dans ces 5 pays. Ils demandent aux dirigeants, au gouvernement de ces 5 pays africains d'accepter, abriter ces immigrés illégaux. La lutte contre l'immigration illégale est au centre de la politique domestique de Donald Trump et il a besoin des endroits, des territoires, des pays où il peut déporter, envoyer ces immigrés. Également, on peut penser, ça, c'est ce qui concerne le choix de ces 5 pays. Bien sûr, il y a bien d'autres raisons pour expliquer cela, mais je crois que ça va s'inscrire dans un contexte plus large que je vais évoquer plus tard dans l'émission. Ok, Michael, vous avez déjà évoqué certains sujets qui ont fait l'objet de discussions, dont notamment les points sur l'immigration. Nous savons que le président Trump est adepte du mur entre le Mexique et puis les États-Unis pour séparer les deux pays. Le président Trump qui est vent debout, n'oubliez pas sa politique où il n'a pas hésité à séparer sans doute les enfants de leurs parents. Dans sa politique migratoire, le président Trump qui est vraiment vent debout, il est très actif là-dessus. Vous avez dit que ça fait partie des sujets de discussion qu'il a sans doute appelé ces pays qui se trouvent sur la côte ouest, donc qui font face aux États-Unis. Une des raisons pour lesquelles ces pays, selon Trump, il peut sans doute les exploiter. Mais Michael, vous pensez qu'il y a eu d'autres sujets de discussion ou vous pensez qu'il y a eu des huis clos ou bien tout ce que nous avons vu, c'est comme il avait réussi, Zelensky un moment, bureau ovale, face caméra,
Il avait aussi reçu le président de l'Afrique du Sud de la même façon, bureau ovale face caméra. Et ces dirigeants africains aussi, nous les avons vus aussi, bureau ovale aussi, face caméra. Vous pensez qu'il y a eu des discussions à huis clos ou bien c'est exclusivement ce à quoi nous avons assisté et si possible, s'il y a d'autres sujets qui ont fait l'objet des discussions? Euh, Bien sûr, je crois qu'il y avait un parti qui est resté derrière. C'est, oui, clos. On a parlé de je crois qu'on a parlé de la commerce. On a essayé de euh, incliner ces pays africains vers un commerce plus actif, plus agité avec les États-Unis d'Amérique. Ça s'inscrit également la politique extérieure de Donald Trump. Ces derniers mois, on a vu l'introduction des tarifs pour dizaines de pays qui ont des relations commerciales avec les États-Unis. Je crois que Donald Trump a pu demander d'augmenter les chiffres de commerce avec les États-Unis. On a également vu la suspension ou l'arrêt de la plupart des programmes de USAID, l'agence américaine de l'aide internationale, qui a dépenser plusieurs milliards de dollars chaque année sur des programmes du développement, d'aide économique, sociale, humanitaire sur le continent africain. Maintenant, ce n'est plus là, c'est parti. Ces programmes, elles sont parties. C'est également le propos de secrétaire d'État Marco Rubio, qui a dit que l'aide unilatérale doit être terminée et cette aide économique, humanitaire doit être remplacée par des échanges commerciaux mutuellement bénéfiques. Bien sûr, également, Donald Trump a pu demander de diminuer la présence des entreprises chinoises, comme nous le connaissons bien tous. La Chine est l'un des acteurs les plus actifs sur le continent en ce qui concerne la commerce, la construction des infrastructures, etc. Et ça gêne, ça nuit aux intérêts américains. Ils sont en train de faire cette guerre des tarifs avec la Chine. Pour le moment, nous avons cette convention, cet accord sur euh, pour diminuer les tarifs entre les États-Unis et la Chine, mais ça ne doit pas et ne peut pas empêcher euh, les États-Unis de
à faire la concurrence avec la Chine dans d'autres parties du monde, dans des relations avec des pays tierces, avec des parties tierces. Peut-être on a pu évoquer également la coopération avec la Russie et la position de ces pays africains sur l'arène internationale, parce que c'est également Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis, si je ne me trompe pas, qui a dit que on a dépensé plus de 150 milliards de dollars euh, pour l'aide économique et humanitaire aux pays africains ces dernières décennies, tandis que c'est juste quelques dizaines de pourcents des résolutions américaines dans l'ONU qui ont été soutenues par ces pays africains. Donc on parle également ici des politiques de l'emplacement de ces pays africains sur l'arène internationale. Je crois que les États-Unis ont besoin de réaffirmer leur rôle, leur position en tant que euh, hégémone mondiale, en tant que leader de cette, entre guillemets, communauté internationale. Et je crois que tous ces points ont pu faire partie des pourparlers entre les dirigeants à huis clos. Ok, Michael, je vais rebondir un tout petit peu sur votre dernière intervention. Quand vous laissez entendre que Donald Trump a sans doute exigé de ses dirigeants africains de revoir leur activité commerciale avec la Chine et de pencher surtout en faveur des États-Unis parce que selon eux, vous avez même cité Marco Rubio, il est inadmissible que les États-Unis aient débloqué 150 milliards de dollars ces dernières décennies et qu'en échange, ils se voient très peu soutenus par les pays africains au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, au niveau de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité des Nations Unies, tout simplement au niveau international. Mais cette volonté de Donald Trump, sa demande, voire son exigence, que ces pays africains invités puissent commercer réellement, véritablement avec les États-Unis au détriment de la Chine. Mais cela n'est pas contradictoire, il y a paradoxe, n'est pas contradictoire avec la même politique de ce même Donald Trump qui impose au même moment des tarifs douaniers sur presque tous les pays du monde, y compris des pays africains. Est-ce sa demande de commercer davantage avec les Africains et puis sa guerre commerciale, d'où l'imposition des tarifs douaniers aux mêmes pays africains? Est-ce que les deux là, ce n'est pas contradictoire? Euh, on peut constater que ces derniers jours, même mois, et peut-être aussi si on étudie de très près les discours de Donald Trump ces dernières années, euh, il a été un peu incohérent dans ses initiatives, dans ses propos, dans ses paroles. Il faut commencer tout d'abord par le fait que à l'arrivée au pouvoir, pendant sa première législature, son premier mandat, Donald Trump a traité les pays euh, tels que
Haïti, tels que les pays de l'Amérique latine et les pays africains, des pays de merde. Excusez-moi ce langage, mais c'était ça ce qu'il a dit. Il a traité les pays africains des shithole countries. Euh, c'est ça, en anglais, ce que je viens de traduire en français. Il n'a prêté aucune attention aux pays africains pendant son premier mandat, mais dans son deuxième mandat, qui a commencé en janvier de cette année, il a tout à coup commencé à communiquer avec les pays africains en les attaquant, comme vous avez évoqué la situation avec le Sud-Afrique, avec les accusations du président même, de Cyril Ramaphosa dans la Maison Blanche de l'oppression et même des massacres euh, de la population blanche euh, en Sud-Afrique. Euh, puis, encore une fois, Soudan, il décide de traiter avec les pays africains, il décide de les inviter euh, à Washington, dans la Maison Blanche, pour avoir des négociations et il ne montre pas même la moindre partie du respect envers eux. Il n'a pas, il s'est pas préparé assez pour parler. Je crois que vous tous avez vu, avez entendu Donald Trump poser la question sur la maîtrise de la langue anglaise au président libérien. Où avez-vous appris la langue anglaise? Tandis que c'est la langue officielle du pays, tandis que ce pays a été fondé, établi par par d'anciens esclaves américains de provenance africaine. Il a également coupé la parole au président africain en disant que leur discours est hum, trop long. C'était ça la situation avec le président de Mauritanie. Il a délivré son discours pendant 8 minutes et vers la fin, Donald Trump a commencé à gesticuler en essayant faire couper la parole du président de Mauritanie. Et puis, il a juste fait se taire le président en disant qu'il estime très haut son discours, son intervention en disant que l'horaire est très juste, que le temps est très juste. Donc tout ça, même ces petits détails, ça crée une atmosphère d'incohérence. Un président qui veut
traiter avec des pays africains, mais qui ne sait pas à respecter les dirigeants de ces pays. Un président qui veut traiter avec une république africaine, mais qui commence les relations avec cette république en prononçant l'ambassadeur de cette république persona non grata et en accusant les autorités de cette république de ségrégation, de l'oppression raciale et même du génocide. Euh, c'est vraiment une incohérence démontre peut-être que président Trump comprend l'importance des pays africains, la nécessité de contrer la présence et l'influence russe et chinoise sur le continent, mais qui, euh, au cœur, ne veut juste pas le faire. Ok, Michael. D'ailleurs, toujours dans la logique de votre réponse, nous avons suivi la photo de la fin, la photo qu'on prend généralement. Et sur cette photo, on voit, c'est un peu du mépris parce que nous voyons Trump assis, les présidents africains autour de lui, des images qu'on voit très rarement, sauf quand il s'agit souvent du président Donald Trump. Et cette photo a fait beaucoup de polémiques, en tout cas ici sur les médias sociaux en Afrique. Comment voyez-vous ça? Pourquoi? Quelle interprétation vous donnez à ça, à ce comportement? Euh, voyez-vous, c'est la vision américaine, c'est la vision de Donald Trump. Il a besoin, c'est nécessaire et même impératif pour lui d'assurer sa dominance sur ses interlocuteurs. Si vous voyez comment il serre la main aux autres leaders mondiaux, comment il est de temps en temps condescendant envers d'autres dirigeants des pays. Il essaye à chaque fois que l'opportunité se présente d'assurer sa dominance. Je crois que ça vient de son caractère personnel, ça vient également de cette euh, culture de dominance en général dans les États-Unis quand le plus fort euh, ne reste pas humble, ne reste pas un peu restreint par rapport à sa force, mais quand le plus fort dans la culture américaine doit assurer cette force, doit assurer cette dominance. Et c'est exactement ça, ce qu'il a fait dans son bureau, dans la Maison Blanche. Il a assuré sa dominance sur ces présidents africains. C'est plutôt un jeu politique qui est important pour le public antérieur, pour les Américains, pour ses électeurs. Il doit à chaque fois, je crois que je me répète, il doit à chaque fois assurer cette dominance, de continuer à montrer à ses électeurs, aux Américains, qu'il est fort, que le président des États-Unis est fort, que les États-Unis d'Amérique sont forts
et sont toujours le leader du monde entier. Euh, c'est un peu ça, je crois, l'idée qui est derrière euh, cette composition qu'on trouve dans la photo dont vous venez de parler. Mais, Michael, si c'est ça leur peut-être la prétention, montrer à tout prix, étendre leur domination, en tout cas montrer cela par tous les moyens, qu'ils ne vont pas manquer une occasion pour montrer que leur président, c'est un homme fort du monde, et puis leur pays, leur peuple peut-être domine les autres peuples du monde. Si c'est ça leur conception des choses, mais au même moment, ils sont en train de vouloir démarcher les autres, courir derrière les matières premières des autres pays. Cela est contradictoire, parce qu'ils ont pour concurrence la Chine, la Russie, ce sont des pays qu'ils présentent comme leurs concurrents directs. Au même moment, nous avons vu la Russie qui n'a pas hésité, très modeste, à envoyer même un avion de son gouvernement venir chercher le président de la République du Mali, discuter des partenariats, ensuite les raccompagner en toute sérénité, en toute sécurité. Est-ce comment comparez-vous l'approche des États-Unis, l'approche de la Russie? Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi derrière? Les deux approches, approche américaine, approche de la Russie, même approche de la Chine, si possible. Comment vous comparez les approches de ces différentes puissances? Voyez-vous, c'est même difficile pour un Russe de comparer ces deux approches si on parle de la Russie et de l'Amérique, parce que dans la culture russe, il est inconcevable de montrer d'assurer la dominance comme ça. Président Poutine, est-ce qu'il n'est pas le président au moins l'un des plus forts, sinon le plus fort, le plus puissant, le plus influent président du monde? À chaque fois que ce soit les dirigeants africains, que ce soit les dirigeants asiatiques, européens, américains, latino-américains, est-ce que vous avez vu même une seule fois euh, le comportement qui ressemble à ce qu'on a vu à Washington entre président Trump et les dirigeants africains? Non, pas une seule fois, parce que dans la culture russe, il est inconcevable le comportement comme ça. À chaque fois qu'un visiteur euh, vient chez toi, même si on parle des visiteurs très simples, une personne, un ami, vient me visiter dans ma maison ou un partenaire, un autre homme d'affaires vient me visiter dans mon bureau. Je ne vais jamais assurer ma dominance, ma force, même si en réalité je suis plus fort, plus riche, plus influent, plus dominant, etc., etc. Même si c'est ça la réalité, que moi je suis plus fort que mon interlocuteur, je ne vais jamais démontrer cela comme ça. Vous allez le découvrir dans la conversation avec les propositions que je fais à mon interlocuteur. Vous allez découvrir ça par l'hospitalité et le niveau d'accueil, la bienveillance que je montre envers mon visiteur, mon partenaire, mon interlocuteur. C'est comme ça que vous allez découvrir que moi, je suis fort, que moi, je suis riche, parce que euh, une personne qui est assez forte, qui est assez dominante, qui est assez riche, elle n'a pas besoin de assurer et s'assurer de sa richesse.
et de son pouvoir. C'est ça la culture russe. Et à chaque fois que vous voyez des visites des dirigeants ou euh, des ministres africains, que ce soit la visite de président Goïta, que ce soit la visite des trois ministres de l'AES, des Affaires étrangères à Moscou, que ce soit la visite d'Ibrahim Traoré, que ce soit toutes les autres visites de tous les autres dirigeants et ministres de tous les autres pays. C'est comme ça. Et encore une fois, je répète ça, c'est inconcevable l'approche américaine dans la culture russe. Et c'est pour ça peut-être que à chaque fois je vois un retour ouvert, franc et bienveillant des partenaires africains après avoir visité la Russie. En ce qui concerne la Chine, eux, euh, je dirais qu'ils sont assez fermés. Leur culture, leur société est fermée aux autres, aux étrangers. Et c'est pour ça peut-être que vous n'allez pas voir ni des démonstrations de dominance par le président chinois Xi Jinping ou ses ministres, ni vous allez voir une chaleureuse bienveillance, un chaleureux accueil comme ça que vous allez trouver en Russie ou que vous allez rencontrer quand les Russes viennent chez vous. Ils sont un peu au milieu. Ils sont restreints, ils font les affaires avec n'importe qui, mais ils restent assez restreints et assez fermés sur eux-mêmes. C'est Oui, ça mon opinion. merci beaucoup. J'ai rebondi sur une de vos réponses d'ailleurs, Michael, où vous avez laissé entendre la question de l'USAID qui avait fait objet sans doute des discussions entre les dirigeants africains et puis Donald Trump. Mais ne faudrait pas-il saluer au moins la décision de l'administration Trump qui a mis fin aux activités de l'USAID, qui, nous savons, était derrière le financement du coup d'État de Maïdan, qu'ils ont fait appeler Révolution Place Maïdan. L'USAID qui a contribué à la déstabilisation de beaucoup de pays, a financé beaucoup de choses qui ne collent pas avec certaines valeurs. Est-ce que vous pensez qu'au moins à ce niveau, on ne doit pas saluer l'administration Trump? D'un côté, je dirais oui, il faut saluer une telle décision parce que on ne peut pas nier vraiment l'implication de cette organisation dans beaucoup de révolutions, de coups d'État, un peu partout dans le monde, y compris les révolutions que vous avez évoquées. De l'autre côté, USAID n'est pas fermé, c'est juste intégré dans la structure de département d'État des États-Unis. Donc, le département USAID est toujours là. Ça a juste changé de euh, Des missions? gérant, de gestion.
Beaucoup de programmes, plus de 80%, plus précisément 86% des programmes de USAID ont été suspendus par l'administration Trump. Mais le Congrès américain, la Cour américaine demande la continuation de ces programmes. Donald Trump et Marco Rubio, en tant que nouveaux dirigeants de cette structure, on a prohibé de licencier les employés de USAID. On a prohibé la suspension de tous les programmes parce que aux États-Unis, le président n'accumule pas tout le pouvoir administratif. Les décisions du président de l'administration américaine peuvent être suspendues ou abolies par la Cour suprême ou par le Congrès américain. Et ils ont fait cela. Euh, et la- le troisième point dans ma réponse à votre question est que la structure, le USAID, peut être affaiblie, peut-être dans quelques mois ou dans quelques années. Elle va même partir, elle va être oubliée, mais les intérêts des Américains, les intérêts de l'État profond des États-Unis sont toujours là. Cette structure va être remplacée par quelque chose d'autre, ou on va même s'en sortir sans des structures. On va euh, utiliser quelques personnes publiques ou pas publiques pour continuer à affirmer et réaffirmer les intérêts des États-Unis partout dans le monde, que ce soit du côté officiel, que ce soit du côté euh, inofficiel. Je crois que ce n'est pas qu'une trêve. La réorganisation de USAID, ce n'est pas qu'une trêve pour les pays du monde qui cherchent l'indépendance. Merci, Michael, pour cette réponse d'ailleurs qui nous édifie, qui édifie beaucoup plus d'un. Tout simplement, qui veut dire que l'USAID, certes, formellement peut-être n'existe pas. C'est-à-dire le contenant n'est pas là, mais le contenu reste le même. C'est-à-dire ce qu'on trouve à l'intérieur de l'USAID, sa capacité de nuisance n'a pas diminué. Les mêmes capacités sont toujours en cours. Les États-Unis continuent toujours. Mais si tel est le cas, concernant l'Afrique, Trump qui appelle les Africains, Trump qui est incohérent vis-à-vis des Africains, lui qui traite autrement les Africains, lui qui dit suspendre son agent de développement, et, bon, on sait que ça n'a jamais développé un pays, mais au même moment, les mêmes, ça, la même politique de domination, de nuisance, d'exploitation continue. Mais finalement, c'est quoi la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique? Que veulent concrètement les Américains en Afrique? Et plus précisément, que veut l'administration Trump? Et vous l'avez dit lors de l'une de vos réponses, que lors de son premier mandat, il n'a même pas parlé de l'Afrique. Que veut l'administration Trump du continent africain? Vous voyez, il n'existe pas d'une politique
d'une ligne africaine dans les États-Unis. On a vu, si on parle un peu de l'histoire, on a vu de sommets, de forums africains à Washington, l'un tenu par président Barack Obama, l'autre organisé par Joseph Biden. Le premier forum en 2014 avec le président Obama en tête. Euh, on a dit, on a jugé que c'est la descendance africaine du président américain à l'époque qui l'a poussé à organiser ce forum avec Joseph Biden. On disait que c'est la nécessité de contrer l'influence d'autres joueurs sur l'arène internationale, l'influence de ces joueurs en Afrique. Aujourd'hui, Donald Trump essaie la même chose. Mais au cours de 11 ans, il n'y avait que deux forums de sommet proprement organisés aux États-Unis et aux États-Unis, pas en Afrique. Par ce pays. Président Obama même a promis de organiser ce forum sur la base annuelle, mais la promesse n'a pas été tenue ni par président Obama, ni par président Trump, ni par président Biden. Donc, euh, hum, les États-Unis n'ont pas vraiment d'une idée quoi faire avec le continent africain. Ils ont une très bonne compréhension néanmoins de ce qu'ils veulent du continent africain. Et ça, c'est la politique de toutes les administrations, y compris de l'administration Trump. C'est de continuer d'exploiter les ressources du continent africain. Et Donald Trump n'est pas euh, une exclusion de cette règle. Pourquoi je dis qu'il n'existe pas d'une politique, d'une ligne africaine des États-Unis? Euh, Si on prend deux autres grands acteurs sur le continent, la Russie et la Chine. La Russie, depuis plus de 50, même 60 ans, s'occupe de formation des cadres pour l'Afrique. Les jeunes viennent en URSS, puis en Russie, pour se former, pour s'instruire et repartir chez eux pour s'occuper de construction d'un mieux pays, d'un pays qui est plus développé, qui est plus organisé, où l'infrastructure est meilleure qu'avant qu'il soit parti pour la formation. Tandis que les États-Unis et beaucoup d'autres puissances occidentales donnent, octroient des subventions, des scholarships aux Africains pour les faire rester chez eux, pour les former et capter de bons cadres, des spécialistes bien formés
chez eux pour continuer la nutrition de leurs économies avec de bons spécialistes de n'importe quelle provenance. On parle également du domaine sécuritaire. Les États-Unis ou d'autres pays occidentaux, vu le nombre de leurs bases en Afrique et le nombre du contingent de ces pays, y compris les États-Unis, n'ont pas pu résoudre un seul conflit, que ce soit par la voie diplomatique, que ce soit par la voie militaire sur le continent. Tandis que la Russie, avec ses moyens, hum, aide les gouvernements officiels, y compris le cas de Confédération de l'AES, à assurer l'intégrité et la souveraineté de leur pays. Et finalement, la commerce. On ne cherche pas à seulement vendre quelque chose en Afrique ou acheter quelque chose pas cher et l'amener chez nous en Russie. Je parle tout d'abord des matières premières qu'on trouve en Afrique. La Russie a plusieurs projets et projets gigantesques de construction d'infrastructures énergétiques. Je parle notamment des centrales nucléaires. Une, on a en Égypte, une, on envisage de construire au Mali. Pendant le Forum économique international à Saint-Pétersbourg, on a vu la signature d'accord entre Rosatom, l'agence nucléaire russe, Mhm. et le ministère de l'énergie du Burkina Faso, qui ouvre la voie pour l'utilisation de l'énergie nucléaire au Burkina Faso également. Ces projets, ces grands projets d'infrastructures énergétiques ouvrent la voie à une vaste industrialisation des pays africains, parce qu'on ne peut pas parler d'industrialisation, de construction des sites de production, de fabrication, sans avoir les capacités énergétiques. Après l'énergie, vont venir des projets d'infrastructures industrielles. Ok. Michael, et Où nous, est-ce qu'on trouve de tels projets venant du côté américain? On ne les trouve pas. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'existe pas d'une politique africaine aux États-Unis. Il existe le système néocolonial qu'on veut continuer à exister pour exploiter les ressources très bon marché qui vont être exportées vers les États-Unis ou leurs sites de production dans d'autres pays. oui, effectivement, Michael, nous savons que longtemps les États-Unis avaient, en tout cas, avaient la France comme intermédiaire dans le cadre de leur politique vis-à-vis de l'Afrique, c'est-à-dire c'est une politique qui a été sous-traitée à la France et à certains pays européens, d'où l'assassinat, l'élimination de beaucoup de dirigeants politiques africains. Euh, on ne parle même pas de l'élimination physique de Lumumba. N'oubliez pas par qui, même si la Belgique très tardivement a essayé de présenter ses esquisses, mais l'esquisse ça ne représente pas tout le mal qui a été causé au peuple congolais. On ne parle pas du roi Léopold II. Nous,
l'élimination physique de beaucoup de dirigeants qui pouvaient sauver l'Afrique, dont Thomas Sankara, qui sont derrière toutes ces éliminations, le président Modibo Keïta. Pourquoi Kwame Nkrumah a été renversé par qui? Nous savons un peu ce qui s'est passé. Mais ce qui est un peu triste, le paradoxe, ils n'ont pas une politique claire vis-à-vis de l'Afrique. Ils essaient de mettre en place une politique. Mais nous avons vu le président Donald Trump récemment se glorifier d'un accord, selon lui, un accord de paix entre la RD Congo et le Rwanda. Une accalmie, selon nous autres, parce que les M23 a toujours ses armes. Les M23, les groupes armés qu'ils ont formés, détiennent toujours certaines mines. Et nous savons que c'est juste un accord pour faire remplacer un peu aussi les M23 par, par la société privée de sécurité qu'on appelle Blackwater des États-Unis. Quel est votre point de vue sur cet accord que Donald Trump est en train de se vanter, en tout cas, il est en train de s'enorgueillir. Comment voyez-vous cet accord entre la RD Congo et puis le Rwanda, deux pays africains en guerre depuis plus de 20 ans autour des matières premières, qu'aucun des deux pays ne transforme d'ailleurs. Ces matières premières sont transformées ailleurs. C'est quoi votre lecture? C'est notre dernière question dans la rubrique d'aujourd'hui. D'un côté, Donald Trump a besoin de montrer qu'il est vraiment le pacificateur mondial. C'est avec ses promesses qu'il est arrivé au pouvoir aux États-Unis en disant qu'il va terminer le conflit en Ukraine en 24 heures. Après, même lui, il a dit qu'il a un peu sous-estimé la profondeur de la question de ce conflit, mais il n'arrive pas à vraiment progresser sur cet axe. Le conflit est toujours là, le régime de Kiev est toujours nourri en armes, en munitions, en finances par l'Union européenne et même par les États-Unis. Il voulait mettre fin aux hostilités au Moyen-Orient, avec Israël attaquant la bande de Gaza. Il a signé plusieurs, j'ai même perdu compte combien il y avait de cessez-le-feu entre Israël et Gaza, mais on voit toujours continuer le massacre de population dans la bande de Gaza. On voit toujours mourir des Israéliens après les ripostes des forces armées de bande de Gaza. On a vu le conflit entre Israël et l'Iran, dont on a discuté pendant la dernière émission. C'était les États-Unis qui ont euh, illégalement attaqué l'Iran. On a vu le conflit entre l'Inde et le Pakistan euh, qui a été, selon Donald Trump, résolu par lui-même, tandis que les autorités indiennes ont dit que non, le cessez-le-feu, la solution du conflit a été trouvée par militaires des deux parties du conflit. Donc, finalement, il n'a pas eu cette reconnaissance, cette gloire de pacificateur. Finalement, il a pu trouver un conflit où il peut s'insérer et qu'il peut, entre guillemets, résoudre. C'est pour ça qu'il a utilisé l'influence de ses diplomates, de ses ambassadeurs dans les deux pays pour
amener les dirigeants des deux pays au Washington pour signer cet accord. Mais en effet, euh, les États-Unis n'ont pas de moyens à maintenir cet accord. On dit qu'il y a les bases militaires américaines un peu partout dans le monde, mais la réalité est qu'il n'y a que quelques milliers des soldats africains, non, américains qui sont répartis sur tout le continent africain. Oui, nous avons la base militaire américaine à Djibouti, à Cameroun, on avait la base militaire au Niger, etc. Mais chaque base, ça ne contient que quelques centaines ou même dizaines de soldats américains. Au cas où le conflit reprend à l'est du Congo, qu'est-ce que les États-Unis vont pouvoir faire? Utiliser leur base militaire en Afrique, envoyer les soldats américains pour mettre fin aux hostilités? Non, ils ne vont pas faire ça et ils ne peuvent pas faire ça. En effet, un accord comme ça, qui n'est pas euh, soutenu par quelque chose de réel, qui n'est pas basé sur une autorité réelle pour les deux parties belligérantes, n'importe quel pays aurait pu être l'intermédiaire dans ce conflit entre Rwanda et Congo. Les États-Unis ne vont pas pouvoir euh, ingérer dans ce conflit. Et comme vous l'avez évoqué, le M23 est toujours là. L'instabilité, l'insécurité est toujours là. Donc cet accord ne sert qu'aux intérêts domestiques des États-Unis parce que le plus intéressant et le point phare de cet accord est l'accès des États-Unis aux matières premières de la République démocratique du Congo. Parce que c'est ça la proposition qui a été euh, faite par le président Félix Tshisekedi, le président de la RDC, aux Américains. C'est ça leur intérêt réel dans cet accord. Oui, mais euh, On peut même faire des parallèles entre le conflit RDC-Rwanda, Ukraine-Russie, parce que c'est avec même convention sur les matières premières entre les États-Unis et l'Ukraine qu'on a vu l'intérêt de Donald Trump à s'ingérer dans la résolution de ce conflit, tandis qu'il y a l'intérêt matériel, pragmatique pour l'administration Trump. oui, mais Michael, juste pour terminer, hein, c'est même le mot de la fin. Et certes, ils n'ont pas beaucoup d'effectifs militaires en Afrique, mais je pense que l'accord doit être parrainé par le groupe des mercenaires qu'on appelle Blackwater. Est-ce que ça ne peut pas avoir un poids dans ces cadres-là? Ou vous pensez que Blackwater ne sera pas aussi à la hauteur? Je crois que qu'ici, on a besoin de volonté, de la responsabilité
des parties parce que, comme je viens de le dire, les Américains ne vont pas être là pour une implication réelle dans le conflit. Donc maintenant, ça va dépendre de la volonté des deux parties. Si les groupes euh, terroristes, les mercenaires, vont être arrêtés, vont être ramenés chez eux par les forces qui les contrôlent. euh, le conflit va être terminé. Ok. Michael, votre mot de la fin, parce que l'émission tire, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous avez quelque chose à ajouter? Euh, Comme toujours, je remercie profondément le public qui nous suit tout au cours de cette émission pour leur intérêt envers notre analyse de ce petit sommet qu'on vient voir à Washington. Je crois que les Africains ne sont pas dupes. Les nations africaines sont des nations du point de vue de politique assez jeunes, mais déjà très expérimentées par toutes les perturbances, par tous les conflits qu'ils ont dû vivre. Euh, Et j'aimerais un peu lancer cet appel. euh, Ne laissez pas vous duper par un ou deux beaux mots d'une personne qui ne veut que vous exploiter. Merci beaucoup, Michael. L'émission Le mot de Michael, le numéro d'aujourd'hui arrive à son terme. Michael, vos conseils sont attendus. Le peuple africain, c'est un peuple très martyr, un peuple très mature, donc un peuple suffisamment mûr pour savoir aujourd'hui qui sont en train de vouloir jouer de nous et qui sont les vrais sincères partenaires qui peuvent aider dans le cadre de la libération de l'Afrique et d'atteindre bien sûr notre volonté commune, un monde multipolaire. Sur ce, chers publics, restez connectés sur Gandhi Malien TV. Il y a d'autres programmes qui arrivent, mais dans le cadre de cette émission, nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro, toujours accompagné de Michael. Merci bien et à la prochaine.